Gros bonjour à tout le monde. En fait, on va être maintenant pendant une quarantaine de minutes environ avec Isor, Elie et Rémi Bailly pour parler de digital nomade. Bon, on avait un peu évoqué cette pratique qui s'est pas mal développée avec le freelance. On trouve que c'est un pendant assez intéressant pour les indépendants. Et en fait, la crise a aussi pas mal accéléré on va vérifier ça d'ailleurs, pas mal accéléré ce phénomène. Et en fait, on trouvait intéressant d'en discuter avec des gens qui pratiquent, mais qui ont aussi un regard un peu d'expert sur le sujet. Euh, donc, je pense qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, ce serait peut-être pas mal qu'en fait vous vous présentiez tous les deux. Donc, je vais vous laisser la parole. Donc, Isor, si tu veux commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es, ce que tu fais, où tu habites aujourd'hui? Ok, ok. Alors bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Isor Elie, j'ai 28 ans. Je suis freelance depuis 2 ans et demi et digital nomade en full time. Ça veut dire que j'ai rendu mon appartement en France depuis octobre. Et mon activité, je suis social media manager et en parallèle, j'accompagne les personnes qui veulent devenir indépendantes et digital nomades à se lancer. Et je suis actuellement au Mexique, Voilà, à c'est ça. Playa del Carmen. Et il est 8h45 chez moi. Merci de t'être levé tôt pour nous. C'est donc Rémi, même chose. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes activités en ce moment et même chose, où est-ce que tu es? Ok, bon, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Rémi Bailly. Donc, pareil, comme Isor, j'ai 28 ans. Je suis freelance. Je fais du référencement naturel, moi, depuis 5-6 ans. Et contrairement à Isor, je suis un petit peu moins digital nomade qu'elle. Disons que moi, je vois un petit peu, enfin, on va en parler de toute façon tout le long, mais il y a un petit peu Je pense deux, qu'il y a un deux petit problème de facettes. connexion, cher ami. Vous m'entendez? Non, vous J'entends, m'entendez ouais, pas? ouais, c'est bon. Moi, c'est Si, peut-être si, si. Ok. C'est peut-être Isor qui, au Mexique, a un temps de latence Isor, c'est bon, un oui, peu en fait, plus on te élevé. voit, c'est bon. Ok. Donc ouais, moi justement, contrairement à Isor, en fait, j'ai plus l'habitude de partir peut-être plus souvent, mais moins longtemps. J'ai toujours un domicile en France. Moi, je suis sur Bordeaux actuellement et la période Covid me bouge pas forcément pour l'instant à partir un petit peu à l'étranger. Je préfère attendre que tout ça passe. Mais voilà, je fais du digital nomadisme depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, l'idée c'est de partager un petit peu avec vous ma façon de voir les choses. Et justement, avec Isor, ce qui est intéressant, je pense, c'est que, comme je disais, on a peut-être deux profils digital nomades un petit peu différents. Euh, donc voilà, avec plaisir pour en discuter là-dessus. Ça marche. Bon, donc, avant de commencer, en fait, que vous nous expliquiez un peu votre expérience, moi, j'aimerais bien qu'on arrive un peu à définir ce qu'est un digital nomade. En fait, on entend plein de choses. En gros, il y a les logiques de travail en remote, il y a les logiques de télétravail, tous ces mots, en fait, un peu qui tournent autour du freelance. Et du coup, je pense que la notion de l'activité de digital nomade, c'est un peu spécifique. Donc, c'est peut-être pas mal qu'on arrive au moins à le définir. Je sais pas qui veut se lancer. Isor, ça te dit ou... Oui. Alors, déjà, digital nomade, ce n'est pas un métier parce que j'ai énormément de gens, notamment sur Instagram, qui me disent c'est quoi ce métier? Ce n'est pas un métier, c'est vraiment un mode de vie. Mais vous pouvez faire n'importe quel métier à partir du moment où c'est purement en ligne. C'est-à-dire que, en fait, pour être digital nomade, vous avez besoin pour travailler d'une connexion Internet et d'un ordinateur, mais c'est tout. Mais vous pouvez très bien être digital nomade en Vendée, je l'ai été d'ailleurs, ou enfin voilà, c'est pas forcément à l'autre bout du monde. Vraiment, la notion de digital nomadisme, c'est le fait de ne pas être attaché à un lieu de travail, d'avoir la liberté en fait de se déplacer en travaillant. Ouais, parfait. Et du coup, Rémi, Pour, pour pour Ouais, bah effectivement, hein, elle a très bien résumé. Effectivement, moi, ce que j'ai envie un petit peu d'échanger avec tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros cliché
du digital nomade. Quand vous tapez blog digital nomade ou comment devenir digital nomade dans Google, on voit très souvent, d'ailleurs je l'ai sous les yeux là, on voit un ordinateur sur une plage de sable fin avec un soleil, une ambiance un peu été, tropique, 40 degrés, on est en train de travailler, on bronze en même temps. Et effectivement, c'est pas du tout ça. Personnellement, j'ai déjà essayé de travailler avec mon ordinateur sur la plage, 40 degrés au soleil. C'est pas possible. Enfin, je sais pas s'il y en a qui arrivent, mais voilà. Moi, j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le digital nomade, celui voilà qui travaille et qui essaye un petit peu d'orienter ses journées en fonction de la vie perso et de la vie pro, il faut retirer un petit peu ce cliché parce qu'aujourd'hui, que ce soit comme je dis sur Google ou même des personnes qui aspirent à devenir digital nomade, comme disait Isor, déjà c'est pas un métier, c'est plus un mode de vie. Avant, il faut être compétent dans un domaine d'expertise et arriver à en vivre pour pouvoir justement avoir cette mobilité. Mais effectivement, ouais, faire attention à ce petit cliché. Puis après, on pourra creuser un petit peu, mais voilà un peu pour poser les bases. C'est plus un mode de vie finalement qu'un métier à part entière. D'accord, c'est ça. Ce qui n'est pas un métier du tout d'ailleurs. Donc c'est bien ça en fait. Alors, je me pose la question, moi, je veux devenir digital nomade demain en fait. Grosso modo, quelles sont les premières questions à se poser? Tu disais, il faut d'abord avoir un métier qui soit compatible. Techniquement, c'est ça en fait. Est-ce que par où on commence en fait, et du coup, dans quel ordre ça s'articule plutôt? Vas-y, Isor, si tu veux commencer à Isor, à chaque fois, et puis moi je complète voilà. Après si j'ai des choses. Donc là, c'était une question pour moi. Je la repose, vas-y. Alors, moi, je suis à Lille. Je suis en télétravail, là. Ouais. Et j'ai envie de devenir digital nomade, en fait. Donc, j'en ai marre de rester dans ma chambre tous les jours. Bien sûr. Quelle question je dois me poser? Comment est-ce que je suis fait pour? Est-ce que mon métier il est adapté? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir basculer plutôt pour que ça ce soit une expérience qui se passe bien? Okay. Déjà, dans un premier temps, ça va dépendre si tu es indépendant ou si tu es salarié. Si tu es salarié, il va falloir en parler à ton patron pour voir s'il est d'accord pour que tu travailles en full remote, totalement en télétravail pour te permettre en fait de voyager en même temps. J'en ai rencontré pas mal dans mes voyages dont c'était le cas, surtout en Europe. Au Mexique, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup parce que le décalage, il est quand même de 6 heures. Donc, ça commence à faire un peu beaucoup pour des personnes qui sont salariées. Pour être indépendant, tu es déjà indépendant, tu as déjà tes clients, etc. Eh bien, la seule question à se poser en ce moment qui est quand même très importante, c'est où je peux aller, sachant la situation actuelle, vu le Covid. Pour ça, il existe 2 sites dont je voudrais parler. Il y en a un, c'est un blog qui s'appelle Tour du Mondiste et l'autre, c'est Skyscanner. Et en fait, sur ces 2 sites, vous allez trouver des cartes interactives dans lesquelles vous voyez en temps réel quelles sont les restrictions par pays. Et donc, c'est super important. Enfin, moi, je vais voir quasiment tous les jours pour voir comment ça évolue et donc où je peux aller sans en fait prendre un risque d'être bloqué ou qu'il y ait un problème. Donc le Mexique, c'est pas un choix anodin, c'est simplement que c'était un des pays les plus ouverts où il y avait le moins de restrictions par rapport au Covid. Et sinon, en temps normal, moi ce que je préconise pour les gens qui veulent essayer, c'est surtout de commencer petit à petit, de pas commencer par aller à Bali ou à l'autre bout du monde, mais de commencer en Europe et notamment à Lisbonne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Europe, déjà, vous n'aurez pas le problème de la monnaie. Donc, il y a ça en moins en termes de charge mentale. On n'a pas à se dire, changer la monnaie, comment ça se passe. Et en termes de téléphone. Donc, en fait, le fait de ne pas avoir à changer de carte SIM, c'est pareil, ça facilite le processus quand vous arrivez dans le pays. Donc voilà, commencez par l'Europe.
aussi pour vos clients, le fait qu'il n'y ait pas trop de décalage horaire, par exemple Lisbonne c'est 1 heure, eh bien voilà, ça va permettre de faire les choses dans le bon ordre et puis aussi tout simplement de tester ce mode de vie sans se retrouver coincé à l'autre bout du monde, se sentir super seul et se dire qu'est-ce que je fais là. Donc voilà, commencer par des tests, c'est vraiment pour moi la première chose à faire dans le processus pour se lancer en tant que digital nomade quand on est indépendant ou même salarié. Effectivement, pour rebondir un petit peu là-dessus, moi, la principale attention, effectivement, c'est le décalage horaire. C'est-à-dire que si vous partez, comme elle dit, à Lisbonne, même en Afrique du Sud ou même à La Réunion, vous allez avoir peut-être entre 1 et 3 heures de décalage horaire. C'est pas du tout la même chose que si vous jetez dans le grand bain à partir directement à Bali ou enfin en Asie ou en Amérique du Sud. Ça, c'est vraiment la première chose à prendre en compte. Après, encore une fois, tout dépend de votre organisation, de votre rythme de travail. Moi, je sais que personnellement, je fais pas énormément de visio, de call et de rendez-vous avec mes clients. J'ai vraiment une autonomie là-dessus, donc je suis peut-être pas forcément impacté. Maintenant, il y a d'autres freelances qui ont vraiment ce besoin-là d'échanger avec leurs clients, avec des rendez-vous téléphoniques, visio, etc. Du coup, partir à Bali ou en Amérique du Sud, ça a un impact effectivement très, très, très important. Et puis après, au-delà de ça, ça reste quelque part comme préparer un voyage. Donc, il y a la question du logement, il y a la question du téléphone portable, il y a la question de l'assurance, il y a tout un tas de choses à préparer. Donc, effectivement, peut-être commencer petit, pour ensuite prendre un petit peu le rythme, continuer à être bien organisé dans sa vie de freelance pour pouvoir encore une fois allier la vie perso et la vie pro et pas ressentir ce changement très impactant, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, il existe des, je sais pas si en gros si on est dans la logique des petits pas, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et du coup, il existe on va dire des entreprises ou des services qui te permettent en fait de pouvoir tester en fait dans des super conditions, ou est-ce que c'est peut-être quelque chose à créer du coup, je peux poser la question en vous écoutant. Est-ce que ça existe déjà, ça, ou une sorte d'agence de voyage pour digital nomade? Non. Du coup, on a trouvé un business à faire. Bon, ouais. Non, mais je pense que ça va se développer dans les années à venir parce que comme j'ai eu pas mal de clients dans le secteur du tourisme, je suis assez au fait des actualités dans ce secteur. Ils ne parlent que de digital nomadisme, c'est assez impressionnant. C'est vraiment la tendance dans les années futures, voilà, qui va. Enfin, en fait, tout le secteur du tourisme va se rediriger vers cette nouvelle cible des gens qui voyagent en travaillant. Donc, c'est vraiment un changement de société. C'est quelque chose de très profond dans la société qui nous attend. Très bien. Effectivement, ouais, c'est sûr que c'est hyper intéressant. Pareil, moi, je m'y intéresse forcément énormément. Il y a une stat qui revient très souvent, comme quoi on serait 1 milliard de digital nomades dans le monde en 2030. J'ai même vu passer un article récemment, comme quoi le Costa Rica, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le Costa Rica qui essaierait justement d'essayer de trouver une formule pour faire proposer des visas justement pour les travailleurs indépendants, pour les digital nomades et toutes ces personnes-là. Donc effectivement, il y a un enjeu considérable dans les prochaines années, comme dit Isor, à ce qu'on puisse imaginer justement les États, les gouvernements, peut-être même le monde de l'entreprise et justement évoluer là-dessus. En plus, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, ça pourrait permettre un petit peu de faire un petit reset finalement de notre mode de vie et des façons dont on pourrait travailler et voyager à travers le monde finalement. On vient de perdre Isor en fait. C'est vrai que la connexion. Oui, on va voir si on arrive à la récupérer. Elle revient. Là, c'est bon, je l'ai récupérée. Hop, je la rajoute. Du coup. Mais après, effectivement, il y a dans cette. On parlait d'agence de voyage tout à l'heure. Il y a l'aspect du co-living. Sinon, alors c'est pas les agences de voyage, mais effectivement le co-living. Et ça, pareil. Alors j'ai pas les sites en nom, mais je sais qu'il y a des plateformes comme Airbnb finalement qui proposent dans des villes en Europe des co-living où vous pouvez partir, réserver une chambre à Budapest, à Prague,
peut-être même sûrement à Lisbonne. Enfin, j'ai plus les noms des villes en tête. Je vais essayer de vous retrouver ça. Et voilà, l'idée, c'est de se dire, bah allez, là, je pars 2 semaines. C'est un minimum encadré. Je fais du digital nomadisme, mais j'ai déjà mon hébergement. Je serai pas tout seul. Et c'est un petit peu une solution clé en main. Et ça, effectivement, ça va être amené, je pense, à se développer de plus en plus dans les prochaines années. Je sais pas si tu en as déjà testé, toi, Si, Isor. en fait, j'ai testé un coworking, mais qui faisait aussi co-living, et j'ai certains amis freelance qui étaient dans le co-living et qui ont d'ailleurs rencontré plein de gens grâce à ça. C'est le Outside, donc c'est une chaîne de co-living et coworking qui fait vraiment les deux partout. Ils sont implantés et je pense il y en a déjà une vingtaine dans le monde aujourd'hui, donc ça explose. Et moi, j'ai testé celui de Lisbonne qui est super bien placé, le co-living, le coworking est, enfin voilà, il y a vraiment tous les aspects du bureau qu'on peut retrouver, c'est-à-dire que par rapport au café, moi j'adore travailler dans des cafés, mais ici l'avantage c'est qu'on peut s'isoler, donc quand on a une réunion, il n'y a pas cette gêne d'avoir du bruit autour. Je sais que cette chaîne-là fait aussi co-living, et voilà, ça permet vraiment exactement comme tu dis, c'est une clé, c'est un système clé en main pour permettre, en fait, quand on démarre en tant que digital nomade et qu'on arrive dans une ville, on a besoin de repères, on a tout sur place et c'est vrai que pour le premier mois, c'est vraiment quelque chose que je recommande très fortement. Oui, du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut imaginer que c'est un peu. Alors, c'est bien parce que vous avez déjà vos propres clients, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. En fait, par contre, la logique de continuer à avoir son activité à distance, en gros, c'est un peu. Ça peut paraître un peu plus complexe comme activité. C'est-à-dire que comment vous continuez à pouvoir prospecter de nouveaux clients, comment vous arrivez à garder le. Oui, il y a quand même tout ce networking en fait qui est plutôt vachement important pour des indépendants. Du coup, comment vous arrivez à continuer à faire ça et à continuer à garder, alors, sauf si vous avez déjà vos propres clients et que c'est suffisant, mais en fait, je pense que en tant qu'indépendant, c'est toujours assez logique d'aller voir en fait, d'essayer d'en avoir plusieurs, d'avoir toujours un peu d'activité. Comment vous le gérez ça? Alors déjà, sachant la situation actuelle de télétravail, la plupart des gens, même s'ils sont en France, ils vont devoir prospecter uniquement en ligne. Donc, ça peut être de la création de contenu, de la stratégie de création de contenu ou de la prospection directe sur LinkedIn, sur Instagram, en fonction du secteur qu'on vise. Et puis aussi, il faut savoir, et ça, je l'ai découvert assez récemment, qu'en fait, les digital nomades, il y a vraiment une communauté très forte. Et en fait, on se donne les filons entre nous. Et du coup, sachant qu'on sait comment les personnes avec qui on vit, qu'on voit fréquemment travaillent, eh bien, dès qu'on a un besoin, on va très facilement. En fait, on crée le networking aussi en tant que digital nomade. D'accord. Voilà. Donc, il y a cette double option possible. Effectivement, ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on disait finalement au début, c'est que digital nomade, finalement, c'est une chose, c'est un mode de vie, c'est un critère qui rassemble tous les freelances. Donc, que vous soyez graphiste, référenceur, UX designer, rédacteur, développeur, ce que vous voulez, effectivement, on a cette chance-là de pouvoir se rassembler tous ensemble pour se construire un réseau, pour faire du networking, comme Isor disait. Et justement, c'est une des possibilités pour améliorer son réseau. Après, au-delà de ça, c'est sûr que moi, typiquement, que je sois à Bordeaux, que je sois à Singapour ou en Martinique, finalement, si j'ai besoin de trouver des clients, personnellement, moi, je fais pas de porte-à-porte. Tout se passe sur le réseau de mes clients, sur le bouche à oreille, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc., etc. Donc, ça, encore une fois, on a la chance de pas être impacté par ça. Donc, finalement, ça change pas trop la donne. Oui, donc ça a pas fait grand, c'est vrai comme bon, il y a ce contexte-là, et donc ça a pas changé grand-chose dans votre manière de fonctionner au quotidien. En fait, c'est juste un rôle, juste dépasser un peu le travail, ça. Ok. D'accord. Après, c'est pareil, je pense même que personnellement, je sais pas après comment, Isor, toi, tu vois les choses, mais tout ce qui se passe avec le Covid, effectivement, moi, je le ressens vraiment
au sein de mes clients et dans ma vie de tous les jours, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont sur le web. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, les freelances peuvent justement profiter un petit peu du Covid pour justement essayer de se différencier, récupérer des contacts, des projets, des clients, parce que justement, c'est un peu quelque chose qui est en train de faire Ouais, bouger les lignes. du coup, tu voulais, je t'ai coupé. Non, Oui, complètement. Et je voulais simplement ajouter que c'est beaucoup plus accepté en fait depuis le Covid. Avant, c'était quelque chose de complètement fou de dire qu'on travaillait à l'autre bout du monde et limite il y avait cette espèce de les clients ils comprenaient pas, ils se disaient oula mais il part en vacances, pourquoi il continue à travailler avec moi s'il est en vacances et vraiment il y a eu une accélération, on a gagné 5 ans grâce au Covid. Et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, il y a beaucoup moins cette barrière de se dire on travaille que à distance et le décalage horaire à partir du moment où nos clients c'est la priorité, eux ça doit rien changer pour eux et ça se passe souvent très très bien. D'accord. Bah, c'est vrai qu'en préparant la table ronde, là, j'avais discuté avec un dev qui me disait qu'aujourd'hui, en fait, lui, ça lui avait accéléré vachement alors, il n'était pas dispo aujourd'hui pour venir témoigner, donc, mais ça lui a accéléré vraiment son activité, puisqu'en gros, il y a aussi beaucoup de boîtes qui maintenant ont pris conscience que elles pouvaient aussi bosser avec des indépendants et que du coup, la question, avant, le recrutement, il se faisait, tu recrutais sur ton près de chez toi, en fait. Aujourd'hui, en fait, la logique, elle est plutôt de dire, bah, tu recrutes une compétence, tu recrutes plus obligatoirement quelqu'un. En fait. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez un peu remarqué ou c'est spécifique au dev ou... Complètement. En fait, ça permet aux entreprises de mieux segmenter leur recrutement, de se dire voilà, je cherche un talent et peu importe où il est dans le monde, eh bien, je peux accéder à cette personne et il n'y a plus le fait que non, ce soit pas la bonne ville et cette personne, par exemple, même si je la veux absolument, elle veut pas vivre à Paris, donc ça convient pas. Et il n'y a plus en fait cet aspect-là qui rentre en jeu dans le recrutement. Et donc, pour les entreprises, ça permet d'accéder à beaucoup plus de talents. Donc, c'est pareil, c'est effectivement un grand changement qui concerne en fait l'ensemble du monde du travail. Ouais. Du coup, en fait, on a une question dans le chat de Lydie qui nous demande s'il faut être multilingue pour devenir digital nomade. J'imagine qu'à minima, il faut pouvoir. On peut très bien vivre dans un pays sans parler la langue, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, est-ce que c'est multilingue naturellement Là, pour le coup, ouais. Ou pas en fait. Effectivement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout dépend de comment on voit les choses. C'est sûr que si on part faire du digital nomadisme tout seul pour une première fois en Asie et qu'on ne connaît pas et qu'on part à l'aventure, je répète bien, en étant tout seul, c'est sûr que si tu parles pas un mot anglais, ça risque d'être un petit peu compliqué. Maintenant, si tu pars dans un endroit style co-living, que tu te rattaches à un espace de coworking où tu sais qu'il y a des digital nomades, tu sais qu'il y a une communauté francophone et tu sais qu'entre guillemets, tu seras pas seul, dans ce cas-là, ok. C'est finalement, j'en reviens un peu, ça reste un peu en quelque sorte un voyage, en quelque sorte. Donc oui, idéalement, moi, ça me paraît quand même plus intéressant pour profiter et pour te mettre dans de bonnes conditions d'avoir à minima quelques notions, quoi. Pour moi, ça dépend vraiment de ton objectif, de votre objectif de voyage. C'est-à-dire que typiquement ici au Mexique, je suis beaucoup avec des Français. J'ai ma petite base d'entrepreneurs qui ont fait exactement les mêmes choix que moi. D'ailleurs que j'ai pour la plupart rencontrés à Lisbonne. Donc finalement après, une fois qu'on a un réseau, on se suit un peu. Mais par contre, c'est vrai que il faut quand même, c'est pas multilingue. Ici, on parle espagnol. Je prends des cours et je maîtrise toujours pas. Évidemment, j'ai les bases pour dans un restaurant, etc. Mais je peux pas tenir une conversation en espagnol et ça m'empêche pas. C'est pas un problème dans mon quotidien. Évidemment, l'anglais, j'ai envie de dire aujourd'hui, qui ne parle pas anglais, ça paraît essentiel, peu importe votre activité. Donc évidemment, quand on est digital nomade, oui,
ça implique de parler anglais, où qu'on aille, les gens vont parler anglais. Mais c'est toujours pareil, à partir du moment où vous savez vous exprimer sur les bases, vous n'avez pas besoin de connaître des expressions en anglais ou d'avoir un niveau, faut juste parler anglais couramment. Et ça suffit pour quasiment le monde entier. Alors après, il y a des pays, typiquement, j'avais fait l'Albanie, les gens, ils parlaient même pas anglais. Bon, bah là, il y a Google Traduction qui m'a sauvé la vie, notamment dans des taxis, où je me disais, oula, je suis toute seule dans un taxi, où ils vont m'emmener si je peux pas m'exprimer avec eux. Et voilà, il y a Google Traduction, qui est une application qui permet, en fait, même hors ligne, de dire les phrases à l'oral. Et Google, si vous avez téléchargé la langue, eh bien, on va vous traduire. Et donc, vous pouvez montrer la phrase à la personne qui est en face de vous si elle parle même pas anglais. Et ça peut vraiment vous sauver dans certaines situations. D'accord. Du coup, je me posais la question, Rémi, tu parlais tout à l'heure de dire, tu pars tout seul. En fait, du coup, est-ce que la logique, est-ce que vous avez déjà croisé en fait des familles, des gens qui sont du coup, est-ce que tu parlais en fait le fait de partir à plusieurs en fait, du coup, est-ce que c'est des choses qui sont un peu qui se font, ou est-ce que du coup il y a c'est assez développé en fait, ou c'est assez encore plus marginal le fait d'être parti en famille? Bah là, encore une fois, ça dépend, je pense, ça dépend de la personnalité de chacun, effectivement. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait d'être seul, le fait de partir seul, déjà, on a plus tendance à aller vers les autres parce que du coup, on se sent seul, donc on se bouge le cul, hein, entre guillemets, pour aller vers les autres. Et l'autre fait aussi, c'est que les gens qui vous entourent, finalement, ils savent, ils voient que vous êtes seul, donc ils ont aussi tendance plus facilement à venir vers vous. Donc moi, les 2 fois où je suis parti seul, effectivement, je l'ai vraiment ressenti parce que pour ces 2 raisons. Donc ça dépend plus des personnalités de chacun, je pense. Encore une fois, comme dit Isor, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que partir seul, c'est vraiment un énorme frein pour vous? Et dans ce cas-là, réfléchissez bien à la destination, co-living, pas co-living, coworking, pas coworking, etc., etc. Et pour arriver un petit peu à trouver la meilleure formule. Ok. Du coup, du coup, ce que vous décrivez, c'est qu'il n'y a pas d'avantage, en fait. Il y a pas c'est juste plutôt un état d'esprit, une volonté de pouvoir le faire, en fait. On peut le faire à n'importe quel. Bien sûr. Ouais. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai un podcast qui parle de ce sujet, et dans mes futurs invités, il y a une personne qui a 20 ans et une personne qui a 50 ans. Et les deux, sont digital nomades depuis plusieurs années. Donc, il n'y a absolument pas d'âge. Du coup, si vous voulez, les spectateurs, vous avez aussi des questions, vous pouvez aussi, du coup, je dirais que je l'ai pas indiqué tout à l'heure, les indiquer dans le chat. Lydie l'a déjà fait, mais si vous avez aussi d'autres questions, ça peut se faire. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Ce serait pas mal aussi que vous puissiez aussi poser vos propres questions si vous le souhaitez. Sinon, en fait, grosso modo, en fait, en fait, moi, je me posais aussi la question alors, on a un peu évoqué le fait qu'il fallait un peu préparer tout ça, mais du coup, est-ce que, grosso modo, toi, du coup, Isor, toi, t'as complètement abandonné, en fait, t'as plus du tout d'adresse en France aujourd'hui. Et du coup, comment alors on va être assez pratique, c'est peut-être du détail, en fait, mais comment t'arrives, du coup, aujourd'hui, comment tu gères ça? Tu gardes une adresse, tu gardes une adresse fiscale, ou comment ça fonctionne, en fait? Alors, c'est là où on est né à la bonne époque. Voilà. c'est que j'ai toujours mes parents, et c'est vrai que ça facilite vachement, en fait. Du coup, c'est vrai que j'ai gardé, en fait, pour tout ce qui est administratif, j'ai cette adresse-là. J'ai choisi pour l'instant de rester fiscalement basée en France. Parce que mes clients sont français, donc voilà, il n'y a pas de, j'ai pas vu l'intérêt pour l'instant de changer, et voilà, c'est le plus simple. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pas d'essayer de créer une entreprise à l'étranger, mais d'abord, en fait, de vraiment prendre vos marques en commençant par déjà, si vous voulez vous lancer en freelance, de le faire en France. De pas tout de suite, en fait, vous jeter à l'eau,
mais de faire les choses dans le bon ordre et de prendre son temps, de bien faire les choses pour pas être sous l'eau et se retrouver dans des conditions où justement on se dit où là, niveau administratif, je suis débordée. Et donc oui, j'ai une adresse effectivement de mes parents en France et ça me fait autant une sécurité que ce soit administrative que bien sûr voilà si au Mexique du jour au lendemain on est confiné, je peux retourner en France. J'ai quand même ce pied à terre et c'est vrai que c'est une grande chance. J'en ai bien conscience. Je comprends. Non, mais après, il y avait aussi, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est vrai qu'on va dire dans le marketing des pays, il y a de plus en plus de pays maintenant qui veulent favoriser ça, le fait de venir t'implanter dans le pays et de travailler dans le pays, en fait, et des racines. En gros, je pense que si je me trompe pas de bêtises, je crois que le Portugal le fait plutôt pour des personnes, pour des retraités, mais je pense qu'il y a des pays où, en gros, ils facilitent, et c'est en train de vraiment se développer l'accès, le fait de travailler et du coup de créer ton activité sur place. Et du coup, il y avait une question pour rebondir là-dessus de Béatrix qui demande en grosso modo en termes de budget, est-ce que vous êtes gagnant en bossant à l'étranger plutôt qu'en France? Alors, j'imagine que ça doit être fonction du pays, mais en fait, est-ce que du coup c'est vraiment, est-ce qu'il y a, bon, alors est-ce que c'est pour ça que vous y allez ou est-ce que ça aussi, on va dire plutôt la cerise sur le gâteau? Ça, pour le coup, moi, je peux en parler un petit peu parce que je suis sur Bordeaux. Le prix de l'immobilier a augmenté, je crois, de 40% ces 10 ou 15 dernières années. Et effectivement, si on fait un calcul de rester vivre à Bordeaux avec toutes les taxes, la fiscalité française, on en parlait un petit peu de ce sujet finalement avec la fiscalité, est-ce que je reste résident fiscal français ou pas? Quand j'avais fait 2-3 semaines en Asie. L'Asie, je pense que effectivement, d'ailleurs Bali, si je dis pas de bêtises, c'est là-bas qu'il y a la plus grosse communauté de digital nomades au monde. Un mois à Bali et un mois à Bordeaux, c'est x2, ou divisé par 2. Donc la question, elle se pose même pas. Maintenant, c'est sûr que si vous partez faire du digital nomadisme, typiquement au Costa Rica, qui est un pays bien plus cher, c'est des calculs à faire. Donc, bien entendu, ça dépend de la destination. Mais encore une fois, il y a plein de façons de diminuer les coûts, de trouver, justement, de se créer une petite communauté pour partir à plusieurs. Il y a plein de solutions. On peut faire plein de choses pour que ça reste largement abordable et que ça soit au final beaucoup moins cher qu'en oui. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est marrant parce que j'ai lu un article là-dessus il y a 2 jours sur la fuite des cerveaux digital nomades. En fait, le fait que les gens dans les années à venir allaient choisir de vivre dans des pays où le coût de la vie est moins cher et la vie est plus agréable, moins stressante qu'en France. Et finalement, du coup, la France serait perdante dans le sens où on continuerait à travailler avec nos salaires français. Et c'est vrai que ce soit à Lisbonne, au Mexique, alors Costa Rica que j'ai fait aussi, c'est vrai que c'est plus cher. Mais oui, ça rentre en compte, bien sûr. Je n'irai pas à Hawaï, par exemple, parce que le coût de la vie est hors de prix. Donc, c'est complètement un élément qui rentre en jeu. Effectivement, comme l'a justement dit Rémi, le fait de se mettre en colocation, ça réduit les coûts aussi tout de suite. Et après, c'est toujours pareil. Ici, je connais des gens qui dépensent beaucoup, qui ont des logements très chers, qui vont que dans des restaurants occidentaux. Mais après, si vous souhaitez manger local, en fait, vous pouvez réduire vos coûts très facilement quand vous êtes dans des pays, par exemple, comme le Mexique. Vous pouvez tous vos repas, ça peut vous coûter 3 € et pas plus. Donc c'est vrai que oui, ça rentre en jeu. Et oui, moi qui étais à Paris juste avant, eh bien effectivement, mon coût de la vie, il a été, comme Rémi, divisé par 2. D'accord. Du coup, il y avait aussi une question dans le chat de Muriel, je crois, qui demandait en fait si vous aviez déjà croisé des digital nomades avec des enfants scolarisés. Et du coup, là, j'imagine dans ce cas-là, on est plus sur des temps un peu plus longs, en fait. Est-ce que ça, t'as déjà eu, vous avez eu tous les deux
ce cas-là ou pas? Bah là, alors moi personnellement, non, jamais. Après là, pour le coup, je pense qu'on je te laisse répondre et je réactualise. Désolée. C'est bon, ça marche. C'est bon. C'est bon. Pour ma part, non, c'est vrai coup, que j'en ai moi, pas. Je pense que... J'ai rencontré des personnes de beaucoup d'âge et de plein de nationalités. Et c'est ça qui est génial. Et l'intérêt, c'est vraiment pas de rester qu'avec des Français tout le temps. Enfin, c'est très dommage en fait. Mais c'est vrai que des familles, j'ai pu en rencontrer, mais c'est des personnes en fait qui pouvaient être digital nomades dans le sens où ils travaillaient pour la France, enfin pour des clients français, mais par contre, ça va être des personnes qui ont des enfants, mais qui se sont installés en fait du coup dans un autre pays. Mais des personnes qui voyagent avec des enfants, pour ma part, j'en ai pas encore rencontré. Je pense que c'est un peu. Ouais. Bon, il y a eu des reportages, et du coup, c'est du voyage en fait, mais pas obligatoirement. Non, bah moi du coup, pareil. Non, pareil qu'Isor. Après, je pense que pour le coup, c'est plus les gens qui font ça, c'est plus des expats finalement, plutôt que on sort un peu, je pense, hein, à titre personnel. Ouais, on est plus dans le cas d'expat ici que digital nomade. Mais après, encore une fois, c'est les rencontres, justement, rencontrer des étrangers, essayer de, bah voilà, moi je sais que typiquement j'aime bien ne pas rester tout le temps qu'avec des Français. Parce que bah, j'aime bien parler anglais, j'aime bien aussi papoter un petit peu espagnol, même si mes compétences sont limitées, mais c'est voilà le fait de rencontrer du monde, de rencontrer des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles cultures, etc. C'est ça, qui est génial. Du coup, en fait, on est arrivé à la fin là de cette table ronde. Est-ce que vous avez une dernière remarque a priori? Donc, les internets m'ont dit que Isor, tu relançais ton podcast. Est-ce que tu veux nous dire deux mots et après, du coup, si Rémi t'a donné une actualité aussi, c'est l'occasion. Justement, effectivement, j'ai relancé mon podcast très récemment et dans les personnes à interviewer que j'ai prévu d'interviewer, il y a vraiment beaucoup de profils, notamment une famille nomade, notamment une femme qui voyage toute seule depuis plusieurs années, quelqu'un qui voyage en camping, en van depuis plusieurs années. Donc voilà, j'ai essayé de diversifier au maximum les profils. Et c'est que des digital nomades, ça veut dire c'est que des personnes qui ont fait le choix en fait de travailler sur leur ordinateur et pas juste de voyager. Donc voilà pour mes actualités. Et donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mélodie, pardon, à partager le lien de ton podcast. Super. Rémi, tu avais. Et puis non, moi rien de particulier. Effectivement, moi j'attends vraiment que le Covid soit derrière nous pour repartir de plus belle. Moi j'aime bien effectivement me faire pas mal de petites sessions avec mon réseau de freelance proche pour partir à l'étranger également. Donc je suis parti aux îles Canaries, je suis parti à Majorque, à Budapest. J'ai pas mal fait le tour de l'Europe. Donc pareil, s'il y en a qui ont envie de se joindre à moi et mon petit réseau de freelance, n'hésitez pas à venir me solliciter. Parce que je compte bien planifier plein d'autres voyages dès qu'on pourra le faire. Donc, du coup, je vous remercie tous les deux. C'était très, très intéressant. Du coup, on va vous quitter pendant quelques instants. Comme vous avez vu sur les précédentes, il y a un petit temps de latence entre le moment où vous quittez et le moment où on part vraiment. Donc, on va commencer à partir doucement vers les coulisses. Du coup, je vous remercie tous les deux. Merci Emmanuel et merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci.